Alors, à ce stade, vous avez bien identifié vos acteurs. La question maintenant, ça va être quelles sont les actions concrètes que je dois mettre en place. Et attention, un plan d'accompagnement, ça ne se résume pas simplement à envoyer un mail ou faire une formation. Ça repose sur 4 leviers qui sont complémentaires. Premier point, c'est la communication ciblée. L'idée ici, c'est d'informer tout le monde, mais pas de la même manière. Donc l'idée, c'est vraiment d'envoyer le bon message à la bonne population. Par exemple, dans le cas de notre guichet, on a nos alliés à qui on va plutôt envoyer un message qui va susciter l'engagement et la valorisation. Nos attentifs, l'idée du message vis-à-vis de cette population, ça va plutôt être un message rassurant et factuel. Et on a nos opposants. Eux, ça va plutôt être un message individualisé. Donc concrètement, si on prend toujours notre exemple du guichet, l'idée, au lieu de dire à partir de lundi, tout le monde utilise le nouvel outil de ticketing, on va plutôt dire, par exemple, à la population des alliés, maintenant, on compte sur vous pour tester et pour partager vos retours. Alors que pour les attentistes, on va plutôt avoir un message de type, voilà concrètement ce que ça va améliorer dans votre quotidien. Vous voyez la nuance? C'est une communication aux deux populations, mais le message est complètement différent. Deuxième aspect, c'est la formation. Donc la formation, en fait, elle ne sert pas à convaincre. Et souvent, c'est une erreur qu'on constate dans les projets d'accompagnement, c'est qu'on attend la formation pour essayer de convaincre les parties prenantes. Mais en réalité, une formation, ça sert à rendre capable. Donc, dans notre guichet, par exemple, on peut avoir un acteur, un agent qui est convaincu de l'intérêt du ticketing, mais en réalité, il ne sait pas du tout l'utiliser. Et dans ce cas, ce qui va se passer, c'est qu'il va retourner rapidement au WhatsApp. Il va dire au client d'envoyer les demandes par WhatsApp, c'est plus simple. L'idée, attention, avec les formations, c'est de ne pas former trop tôt. Parce que concrètement, si on forme trop tôt, eh ben, les éléments qui ont été appris s'oublient. Donc, en réalité, on doit former à quel moment? Déjà, quand le sens est le plus clair possible. C'est-à-dire qu'on a réussi à identifier le sens au niveau collectif et au niveau de chaque personne. Donc chaque personne sait concrètement pourquoi on change. On a identifié également le cadre et on sait qui sont les acteurs. À ce moment-là, on peut commencer à envisager la formation. Et attention, la formation, elle doit être pratique. Ça doit être des démonstrations réelles. Ça doit être des cas concrets. Ça doit être des mises en situation. Ça ne doit pas être des slides théoriques, par exemple, sur 40 pages. En général, un bon indicateur de la formation, ça va être est-ce qu'à la fin de la formation, la personne, elle est capable de faire seule. Troisième point, c'est l'accompagnement terrain. Donc concrètement, c'est ça qui va faire la différence entre j'ai compris et j'adopte réellement sur le terrain. Donc dans notre exemple de guichet, on a par exemple les 2 premières semaines après le lancement qui vont être critiques. Et c'est là qu'il faut la présence du manager, du service IT ou encore une aide immédiate dès qu'il y a un blocage. Concrètement, si on a un agent qui bloque devant un ticket qui est mal rempli ou qui a du mal à le remplir, eh ben, si personne n'est disponible, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Il va retourner au WhatsApp, cet agent. Il va demander au client de refaire sa demande sur WhatsApp, tout simplement. Donc on voit bien que là, l'accompagnement terrain, pardon, il réduit le risque de retour en arrière. C'est le levier souvent qui est le plus sous-estimé parce qu'on considère qu'à partir du moment où la personne a été formée, on démarre et on y va. Alors qu'en réalité, il faut bien assurer cet accompagnement terrain dans le temps. Le quatrième élément, ce sont les espaces d'échange. Alors, c'est le quatrième élément, mais en réalité, c'est un élément, pardon, qui est valable tout au long de la stratégie de déploiement de conduite du changement. Concrètement, qu'est-ce que c'est ces espaces d'échange? Ce sont des moments qui sont structurés où les collaborateurs peuvent poser leurs questions, exprimer leurs inquiétudes, partager leurs difficultés, proposer des améliorations. C'est vraiment un espace dédié à l'échange et au partage. C'est important de le formaliser parce que sinon, on peut avoir des gens qui naturellement vont proposer ou vont s'exprimer, mais des gens qui
naturellement, ne le feront pas s'ils n'ont pas ces espaces d'échange. Donc c'est là où c'est important de pouvoir institutionnaliser ces espaces. Concrètement, on va prendre dans l'exemple du guichet toujours, après 2 semaines de déploiement, donc on a déployé un lundi, et 2 semaines après, donc ce qu'on peut faire, c'est organiser une première réunion de retour d'expérience pour savoir ce qui fonctionne, ce qui bloque, ce qu'on peut ajuster. Ça permet aussi finalement de réduire la résistance ou de sécuriser les attentistes. Un espace d'échange, tout simplement, bah, ça va éviter que les frustrations restent dans les couloirs. On a vu ces 4 leviers. Maintenant, l'idée, c'est quand même de savoir comment on articule ces 4 leviers. Donc concrètement, une fois qu'on a dit qu'il faut communiquer de manière ciblée, qu'il faut former, qu'il faut accompagner et qu'il faut également avoir des espaces d'échange, l'objectif, c'est de savoir comment et à quel moment on les met en place. Si on reprend notre exemple, concrètement, la séquence concernant par exemple la première semaine pardon, du projet, ça va être bah, déjà d'avoir une communication ciblée avec une réunion de lancement. C'est une réunion de lancement qui cadre concrètement le pourquoi on change, pourquoi maintenant, ce qui ne change pas, le macro-planning également. Ce sont des éléments qui nous permettent de lancer officiellement le projet. Et là, on parle bien d'une communication qui est ciblée. En deuxième semaine, par exemple, on peut avoir les formations pratiques qui vont commencer. Là, l'idée, ça va être de concrètement utiliser l'outil de ticketing sur un environnement de formation, que ce soit en présentiel ou à distance. Ensuite, imaginons qu'on a déployé le logiciel et cette nouvelle façon de traiter les demandes. Donc là, on va avoir un accompagnement terrain qui va être renforcé sur les premières semaines. Donc concrètement, ça va être d'identifier les points d'achoppement, les points qui bloquent, mais tout de suite au quotidien dans l'utilisation. Donc là, ça va être des relais, par exemple, qui vont accompagner les utilisateurs tous les jours en cas de question et des éléments de ce type-là. En gros, ça va être un dispositif renforcé. Et tout au long, finalement, de ces quelques semaines, on va structurer des espaces d'échange. Donc concrètement, ça va être une réunion par exemple par semaine où avant le démarrage, c'était plutôt des réunions dites de recueil finalement des questions, recueil des inquiétudes, recueil des pistes d'amélioration avant le démarrage. Après le démarrage, ces espaces d'échange, bah, ils servent finalement à identifier les blocages concrets qu'on a identifiés sur le terrain, les axes d'amélioration concrets qui peuvent être proposés par les collaborateurs suite à l'expérience de 1 semaine, 2 semaines d'utilisation. Donc, c'est vraiment l'espace qui, tout au long du projet d'accompagnement, permet aux individus de s'exprimer officiellement et librement. Là, vous voyez, on a orchestré, on a mis en musique, pour dire ça autrement, les différentes actions de communication et d'accompagnement au changement dans un planning qui est clair. En résumé, si votre plan il contient uniquement de la formation, il est incomplet. Si vous oubliez l'accompagnement terrain, il va très certainement échouer. C'est ce qu'on constate très souvent. Donc, l'équilibre, il va consister à jouer sur ces 4 leviers.